Ici. Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de co-animer avec Vanessa Allal. Bonjour Sabine. Bonjour, bienvenue. Merci. Et d'avoir deux invités spécial Lucky. Donc Loïc Landreau qui est notre parrain de l'exposition Lucky et Laurent Bailly qui est un intervenant qui sera là le samedi. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vanessa, je suis très heureuse de faire cette émission avec toi. Plaisir partagé. C'est grâce à toi que j'ai connu Loïc, que j'ai eu la chance de découvrir son livre qui est une mine d'or, et Laurent Bailly qui a aussi écrit un bouquin qui est extrêmement pertinent et plein d'humour aussi et d'amour, voilà, fraternellement parlant, l'éloge de la fraternité. J'ai bien envie qu'on commence par Loïc. Oui. Parce que déjà tu es le parrain de l'expo. Oui, très heureux. Merci de m'avoir choisi. Très honoré. Et en fait, c'est venu très naturellement par Vanessa quand on en a parlé. Il s'avère que je cherchais un parrain à ce moment-là, et ça s'est imposé comme une évidence. Voilà. Donc j'ai eu la chance de découvrir ton livre, qui est une mine d'or. Hein. Merci, c'est gentil. C'est bourré de références et en plus, il y a des exercices. Oui, ça c'était très important, bien sûr. Alors, j'avoue que j'ai pas eu le temps de les faire tous, mais tu exagères. J'exagère, hein, je suis la mauvaise élève. mais j'aime beaucoup le côté exercice à la fin, en fait. Et l'idée, c'est que évidemment, il y a du partage d'informations, puisque donc c'est un livre qui permet aux gens, donc Oser la lumière, qui permet aux gens, via les répliques de films les plus inspirantes du cinéma, de prendre leur vie en main, de prendre la parole en public, d'avancer dans leurs projets, de croire en eux, de conquérir leur légitimité, leur richesse intérieure. Mais au-delà des conseils, évidemment, et des répliques de films inspirantes, il me semblait intéressant de permettre aux lecteurs de passer un cap, mais dans la vraie vie, maintenant, tout de suite. Alors c'est vrai que chaque exercice ne parle pas à tout le monde, c'est les retours en tout cas que j'en ai depuis la sortie le 4 septembre. On picore un petit peu, il y a certains qui vont être très touchés par certains exercices, d'autres un peu moins, et c'est pas grave. L'idée c'est d'aller chercher là où on peut passer un cap. Et alors moi j'ai une première question, c'est par rapport au choix des références donc cinématographiques. T'as eu du mal c'était dur de faire un choix ou ça s'est imposé? Il y en a beaucoup qui se sont imposées puisque ce sont celles qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. En réalité, donc j'avais des classiques, Rocky Balboa, ça je le regarde depuis que je suis ado. Il y avait Le Cercle des Poètes Disparus, bien sûr, Coach Carter, Amélie Poulain. Voilà, tout ça, c'est des films qui ont bercé un petit peu mon adolescence, ma vie de jeune adulte et maintenant de vieil adulte, enfin ou de moyen, je sais pas comment on peut dire, de jeune adulte, dans le milieu de l'âge. Je suis au milieu, voilà, je suis à peu près au milieu. Et il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter, notamment Better Man, qui est un film qui est sorti en début d'année, en janvier 2025, qui est venu effectivement s'ajouter. Parce que j'allais dire, je connaissais pas. Moi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce film et qui l'ont découvert d'ailleurs parce que j'en ai parlé dans le bouquin, mais il est très très intéressant. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'en avais plein d'autres. La vie rêvée de Walter Mitty, 300, plein. Mais alors ça justement, ça fait pas l'objet d'un deuxième bouquin? Ah alors pour l'instant, il faut d'abord que l'éditeur. La suite. La suite. Non, j'aimerais faire une version augmentée. Donc, oui, voilà. Parce que c'est un message que nous passons à mon éditeur. Si on peut faire une version augmentée, il y aurait au moins 5 ou 6 films que j'ai identifiés et que j'ai pas pu forcément mettre. On pourrait mettre à l'intérieur. C'est le questionnement que j'avais. Je me suis dit, mais comment il a fait ses choix en fait? C'est des choix, d'abord des répliques qui moi m'ont porté à titre personnel. Et ensuite, je me suis dit, elles vont forcément résonner chez les autres. Et puis, il y avait un autre critère, c'était y a-t-il dans le film en question une réplique forte? Il y a plein de films qui sont très inspirants, mais où t'as pas ni un dialogue, ni un monologue, ni rien qu'on peut extraire. Et donc, c'est un peu plus compliqué en fait de les mettre dedans. Oui, je me doute. Et d'ailleurs, avec Laurent Bailly, que moi je ne connais pas, que je viens de connaître grâce à toi, qui lui aussi donc a fait un livre qui s'appelle Éloge de la fraternité, qui fonctionne beaucoup avec des citations, des jeux de mots et des maximes. Donc il y a ce côté un peu motivant et inspirant, grâce finalement à des répliques. Voilà, donc c'est vrai que c'est des petites phrases courtes qu'on retient,
qu'on peut picorer à un moment donné de sa vie et y revenir, repartir, revenir, et c'est motivant dans son quotidien, je trouve, avec cette dimension très ludique. Effectivement, je fonctionne beaucoup avec des jeux de mots. Un jour, ça m'a assez surpris le premier coup, mais tu sais où j'ai mis ton livre, et finalement, c'est un sacré compliment. Il est où, le livre? Aux toilettes. Dans les toilettes. Ouais, j'allais dire aux toilettes. Alors, je préfère la table de chevet ou la table de salon, mais c'est un sacré compliment. On y passe du temps, surtout. Mais enfin moi, alors parce que tu vois, on a prévu les gâteaux fortune cookie et en fait je me disais tes petites phrases, elles seraient très bien dans des fortunes. Ah ben ça sérieusement, Hein je suis désolé, l'objectif ici c'est de parler d'art au sens large, hein, les livres et autre chose, mais il pourrait y avoir un business de folie, par exemple avec mes pensées ou complètement. Bien évidemment. Alors il y en a combien? Tu les as comptés là? Là j'en ai mis 365 plus une anecdote, une parabole, mais j'en ai écrit 1000 il n'y a pas tout. Ouais, non, alors pareil, comment t'as fait? Comme lui, comment t'as fait tes choix alors? On va s'enrichir. Exactement. On va enrichir notre livre et nous enrichir en même temps. Dans l'édition, on s'enrichit pas vraiment. Mais alors comment t'as fait tes choix? En rencontrant des gens, on s'enrichit. Comment t'as fait tes choix? Parce que si t'en avais 1000 et que t'en as mis 300. Alors j'ai essayé de couvrir beaucoup de thèmes de la vie, hein, et puis à chaque fois, disons, je suis toujours vigilant pour que ma pensée, en fait, en gros, il y a 3 conditions. Il faut qu'elle fasse réfléchir, il faut qu'elle fasse sourire, et il faut pas qu'elle blesse. Voilà. Et par exemple, je vais prendre justement l'inverse d'une pensée que j'ai pas mis dedans, parce que si elle était lue, on pourrait mal la comprendre si on le disait trop rapidement. Exemple, c'est inacceptable d'avoir un ami pauvre quand on est riche. Celui qui lirait un peu rapidement, mais c'est qui ce salopard? Il est riche ou une personne riche ne doit pas avoir un ami pauvre. Mais non, tout simplement. Enfin, bien sûr que si, mais c'est parce qu'il va plus être pauvre parce qu'on va partager. Oui, c'est la richesse d'esprit. Voilà. Il y a quelque chose, qui lie vraiment nos 2 ouvrages, c'est cette sagesse populaire. C'est-à-dire que autant dans le livre de Laurent, on va chercher ce que nous avons compris et exprimé de façon très courte pour passer des messages, et nous avons dans le mien la sagesse de ces scénaristes, auxquels d'ailleurs je rends hommage dès les premières pages du livre, et qui ont quelque chose à exprimer, qui l'expriment avec des personnages sous forme de répliques impactantes. Et dans les 2 cas, en réalité, nous avons des gens derrière qui ont réfléchi, qui avaient un message tellement fort que finalement elles ont réussi à nous partager. Donc nous ne sommes que d'humbles passeurs, nous aussi. J'aime beaucoup quand tu as parlé de sagesse populaire, je me retrouve énormément. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, disons, qui ont fait des études théologiques, etc. Et peut-être qu'un jour, je vais faire des réunions fraternité et en lien avec tel ou tel texte religieux. Mais justement, moi, c'est la sagesse populaire, et toi aussi dans tes extraits. Et donc vraiment, ça me touche ce que tu dis. Ouais. C'est fou parce vous vous connaissiez pas, enfin il y a encore un quart d'heure, 20 minutes, et t'as capté très vite son univers et ce qu'il Mais parce que je pense qu'on a exactement la même vocation. C'est-à-dire que nous avons envie de dire des choses aux gens qui les impactent tout de suite, des choses qui c'est pas du grand blabla, c'est pas des grandes théories, c'est pas du développement personnel me concernant, du développement personnel un peu psychologique dans des trucs bizarres, c'est comment je change mon quotidien. Et à la fois les maximes sont là pour ça, mais depuis que l'homme est homme, depuis l'Antiquité, les philosophes ont essayé, la barbe ne fait pas le philosophe, qui est devenu ensuite l'habit ne fait pas le moine, qui est d'un philosophe antique grec, c'était déjà une maxime courte pour dire quelque chose de très important. Et en fait, l'homme s'exprime par ce genre de pensée. Et donc voilà pourquoi on est connecté là-dessus, c'est qu'on est des passeurs de ça. Et moi, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'une maxime, on pourrait finalement la lire sous une forme de passivité, comme les répliques de cinéma, mais en réalité, c'est des phrases qui nous incitent à réfléchir sur sa vie et à passer à l'action. Et pour faire la charnière avec le thème de ton exposition, on pourrait croire qu'avoir de la chance, finalement, on est assis sur sa chaise et on a de la chance, mais non, ça se passe pas comme ça. En réalité, la chance, c'est ce qui survient quand tu as déjà mis tout en place au niveau énergétique et action,
et que finalement, t'as un petit coup de pouce du destin et ça fonctionne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception. Ouais. Et, la chance, et le lien avec ces 2 livres qui finalement plantent des petites graines et te poussent à agir. Soyons acteurs de nos vies. Exactement. Et justement, parce que on pourrait croire que c'est anodin, et en fait pas du tout. Mais c'est vrai que tu vois, quand j'ai eu la chance que tu me proposes d'être le parrain de cette exposition, j'ai trouvé le thème très intéressant parce que la chance, pour beaucoup de gens encore, c'est comme une espèce de religion, c'est-à-dire ce serait une espèce de force, comme l'Esprit Saint pour les catholiques. Ce serait une sorte de force un petit peu impalpable qui traînerait comme ça dans les cieux et qui viendrait nous toucher à un moment donné où elle l'aurait choisi. Et il y a beaucoup de gens qui disent ah mais moi j'ai pas de chance, ah mais toi t'as trop de chance quand tu fais un projet qui fonctionne, on se dit ah mais toi t'as de la chance, mais c'est pas de la chance en réalité, j'ai bossé pour arriver jusqu'ici. J'ai donné les moyens. Donc la chance est effectivement un mot qui vient définir cette espèce de force invisible qui nous mènerait vers le succès, mais elle relève plus de la superstition que d'un réel passage à l'action. Or, la chance, comme tu le dis effectivement très bien, c'est d'abord et avant tout mettre en place dans son quotidien tout ce qu'il faut pour arriver à son objectif. Et d'un coup, effectivement, quand tout fonctionne, ce qu'on appelle aussi les planètes alignées, il y a des gens qui pensent que les planètes s'alignent dans le ciel comme ça. Ou les synchronicités. Les synchronicités. Quand on dort, quand on voit pas, voilà. Ou il y en a qui s'appuient sur l'astrologie. Bref. Mais la réalité, et c'est bien effectivement ce que j'invite à faire dans le livre, c'est avant tout de prendre sa vie en main et de mettre en place petit à petit, pas par pas, ce qui va nous mener vers cette chance. Tout à fait. Complètement. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as eu l'idée de ce livre? En fait, à la base, ce livre, c'est une conférence. Quand j'étais chez BFM Business, en 2018, d'abord, j'arrivais sur le plateau et mon job, c'était d'interviewer des chefs d'entreprise. Et petit à petit, on m'a demandé de les former avant d'arriver en plateau. Donc, j'ai mis en place d'abord une formation à la prise de parole en public et médiatique, et je me suis rendu compte que c'était pas tant la technique qui pêchait chez ces gens, mais plutôt qu'ils avaient une distance, qu'ils refusaient de dire qui ils étaient vraiment. Et donc, on avait des interviews sur effectivement leur business, leur parcours, mais il n'y avait rien, il se passait rien. Donc, j'ai commencé à bosser sur comment je peux aller chercher chez les gens en prise de parole en public ou médiatique ce qu'ils sont vraiment. Et la technique vient se greffer derrière, mais d'abord ce qu'on porte dans le bide. Cette formation, j'ai eu l'opportunité, je le raconte dans les premières pages du livre, j'ai eu l'opportunité de la faire sur scène. Donc, je l'ai transformée en un spectacle d'1h30 avec le même contenu. Donc, c'est un contenu de conférence, de formation. La date anniversaire approche. La date anniversaire approche car c'est le 13 décembre 2021 que je l'ai lancé. Et voilà. Les 4 ans. Le spectacle, je l'ai joué pour la première fois le 13 décembre 2021. Donc, quand le 13 décembre, nous serons ensemble à la Halle des Blancs-Manteaux, ça fera donc 4 ans que j'aurai joué ce spectacle sur scène. Et tu l'as joué combien de fois? Je l'ai joué une bonne quinzaine de fois. Sachant que je m'occupe de tout seul en termes de location de salle, etc. Alors depuis, j'ai la chance d'être sollicité dans des chambres de commerce, des accélérateurs, des incubateurs. Mais au début, je faisais ça au Café de Paris, à Ménilmontant, tout seul, enfin avec la personne dont je faisais la première partie. On s'occupait un petit peu de tout. Et voilà, donc ça a été une conférence. Et puis de la conférence, certaines personnes me disaient ah oui, mais on peut pas avoir ton PowerPoint, ou quand je faisais des formations, on peut pas avoir les. En fait, c'est mon savoir-faire, les gars. Si je vous dis comment je fais mon pain, je vends plus mon pain. Oui, mais du coup, tu nous donnes. Tu serais dans le pétrin. Je donne pas mal. Je donne les recettes, c'est vrai du coup maintenant, mais peux pas les rouler dans la farine. Exactement. Mais au moins c'est officiel et j'ai l'impression de transmettre vraiment quelque chose. Et voilà. Et t'as pas envie de le refaire ce spectacle? Je le joue, figure-toi, le 10 janvier prochain, et je vais probablement le rejouer en février. Voilà. Alors le 10 janvier prochain, c'est ici à Nogent-sur-Marne. Ah bon? Eh ben oui, à l'hôtel du Port. Y aller, Sabine. C'est à l'hôtel du Port parce que j'ai rejoint un groupe de conférenciers qui s'appelle les Expanders. Donc nous sommes 7 conférenciers et conférencières spécialisés dans des trucs différents. Donc moi, la prise de parole en public, il y a quelqu'un qui parle de la transformation psycho-comportementale, du business flow, du copywriting, des relations amoureuses quand on est chef d'entreprise. Et donc pendant un week-end, 9, 10 et 11 janvier, nous proposons... Ça tombe le week-end. Ouais, c'est le 9 au soir, 10 et 11 au matin. Nous proposons donc aux entrepreneurs, porteurs de projets, à l'hôtel du Port,
un événement. Sur inscription, comment ça se fait? C'est sur inscription, effectivement. Il y a un site qui est en train d'être mis en ligne pour prendre les places. Et donc, je vais jouer Oser la lumière le 10 janvier. Et en février, ce sera pour l'agence Oriane, qui est une agence de l'Île-de-France qui aide les jeunes. Donc, c'est vraiment, tu reprends ton bouquin. C'est-à-dire, c'est le bouquin plutôt qui apprend la conférence. Mais oui, on va retrouver sur scène les extraits que je vais diffuser. Et évidemment, des petites surprises avec de l'immersion sonore, il y aura des imitations, il y aura un petit peu tout ce qui me compose. Et c'est vraiment le contenu d'une formation avec l'emballage d'un show. Voilà. Eh ben, écoute, tu vois, je savais pas du tout. Moi, Sabine, il y a un petit point sur lequel je voulais revenir dans le livre de Loïc, parce que c'est vrai qu'au fil des interviews, on parle pas beaucoup de cette thématique. Mais il y a une séquence qui s'appelle « Tu utiliseras du vocabulaire sensitif et émotionnel ». Donc, je pense que ça, c'est un bon pont, on va dire, entre la parole et l'art. Parce que finalement, dans l'art, tu me dis si tu es d'accord, on utilise un canal sensoriel, le canal de l'émotion. Et finalement, là, sur les conseils de Loïc, donc c'est pour les pitchs de chefs d'entreprise, il explique que justement, quand on pitch son entreprise, il faut être authentique, faire appel à des souvenirs, faire appel à du vécu et utiliser justement un vocabulaire sensitif dans lequel les gens peuvent se retrouver. Et je trouve que quand on peint, quand on fait une peinture, finalement, on donne une version de soi, un pan de soi, et on s'exprime avec ce canal justement de la sensibilité et de la sensorialité. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les gens sont happés parce qu'on propose. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, on n'est pas indifférent. Et c'est exactement le même mécanisme dans la prise de parole en public, c'est ne pas laisser indifférent en plantant justement cette petite graine qui fait ta particularité et ta sève. Complètement. Voilà, je voulais. Alors, je ne sais pas si on peut lire un petit passage pour se rendre compte. L'idée effectivement du vocabulaire sensitif et émotionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les chefs d'entreprise que je recevais sur BFM Business. On parle du business, on parle de son chiffre d'affaires, de son développement. Ok, très bien. Mais là, ce que tu viens de faire, n'importe quelle entreprise peut le faire en même temps que toi, avec les mêmes mots, avec la même façon de parler, avec la même distance. Qu'est-ce qui aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'artiste, peut faire que sur un plateau de télévision ou face à un public, on ne retienne que toi. On se souvienne de toi pour absolument tout ce que tu es. Et dans un monde très dur, vous en conviendrez avec moi aujourd'hui, très perturbé, on a de plus en plus besoin dans les interactions avec les gens de poser effectivement du vocabulaire sensitif et émotionnel, c'est-à-dire le langage du souvenir, des odeurs, des goûts, de ses propres passions, de ce qui nous anime. Et plus on met de soi dans nos pitchs, dans la façon dont on communique, et plus on est remarqué, et plus on adhère. C'est vraiment super important. Et je m'appuie sur Ratatouille. Oui, là-dessus. Oui, alors je sais pas, il faut retrouver c'est Ratatouille. Passage. Alors du coup il y a pas forcément une réplique dans celui-là, me semble-t-il, mais c'est simplement au moment où le fameux Rémi, le petit rat là, fait la ratatouille à un critique gastronomique qui vient régulièrement dans le restaurant et qui est très fermé, qui est pas bien, qui est là pour casser. Et quand Rémi lui sert cette ratatouille, eh bien, il y a une espèce de flashback où on voit ce critique gastronomique petit. Il a 10 ans, il vient de se manger en vélo, donc il a un petit bobo sur le genou, et sa maman vient le prendre, le met à table, et elle lui sert de la ratatouille. Et c'est en fait son repas, sa Madeleine de Proust, et son repas doudou. Et le fait de manger cette bouchée de ratatouille qui lui rappelle sa maman et lui rappelle ce souvenir, d'un coup tu vois ce personnage qui se libère, tu vois que son visage change, il s'apaise. Le rat souris. Le rat souris, bravo, exactement, le rat souris. Alors du coup, c'est le rat souris aussi en cuisine. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça qu'il faut aller provoquer chez les gens en réalité, aller toucher leurs souvenirs. Et justement, moi, il y a une citation que j'ai retenue en réfléchissant un petit peu à l'interview. Souvent, on a peur de dire qui on est, de faire part de son authenticité par peur d'être jugé. Et justement, il y a une citation de Jean Cocteau qui dit « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et je trouvais que cette phrase
était un peu en résonance aussi, tout à fait. un petit peu avec ce que tu essayes de transmettre. Ouais, c'est tout à Qu'est-ce fait. que vous en pensez, Laurent Bailly? On se tutoie avec plaisir. Effectivement, je pense que c'est souvent un plus qui fait la différence, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, face à un public, eh bien, il faut toujours choisir les mots qui vont vraiment te correspondre à toi et qui vont pouvoir être en harmonie avec le public. Mais effectivement, si des chefs d'entreprise, il y a un défilé de chefs d'entreprise ou de fournisseurs qui pourraient être potentiels pour les chefs d'entreprise en question, eh bien, il faut qu'ils montrent leurs différences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est souvent un plus qui fait la différence. N'utilisons pas notre potentiel seulement de façon potentielle. Et faisons-le savoir. Bravo! Mais c'est surtout l'empathie en réalité qui manque beaucoup à celles et ceux qui prennent la parole, parce qu'on est concentré sur ce que nous voulons dire, sans penser à mais de quoi ont besoin les gens qui nous écoutent? Ils sont là pourquoi? Quels mots je peux finalement utiliser pour qu'ils soient vraiment touchés et répondre à leurs attentes? Donc plus on est empathique, et normalement mieux ça fonctionne. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors moi, j'avais une question pour Laurent. En fait, alors, tu disais tout à l'heure, tu avais 1000 phrases. Alors oui, en fait, à l'intérieur de ce livre Éloge de la fraternité, j'ai fait une sélection donc de 365, mais en tout, j'en ai déjà écrit 1000 qui feront peut-être l'objet d'une version enrichie. Mais là, c'est pas mal. Voilà, il y a un dosage qui est agréable. Ceux qui veulent, ça pourrait être une pensée par jour. Enfin, oui, c'est ça, voilà, c'est une sélection. Et tu as fait ça sur combien de temps? Tu te rappelles comment tu as commencé? Disons, j'ai eu le plaisir d'enseigner devant différents publics, y compris parfois à HEC Sciences Po, et à un moment, en fait, spontanément, j'aime bien faire des surprises quand j'anime, comme beaucoup. Et donc je disais, par exemple, j'ai cité tout à l'heure, c'est souvent un plus qui fait la différence. Cette phrase-là, peut-être d'un seul coup, je l'avais dite. Et les gens me disent, ah, ça nous fait énormément penser à Pierre Dac. Faites un livre. Et ce qui est intéressant... Entre Pierre Dac et Sacha Guitry, pour certaines citations. Après, à chacun de voir. Mais en tout cas, parce que je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours besoin d'un révélateur. Oui. Franchement, cette passion des mots, je l'ai depuis toujours. Mais il a fallu que des gens me disent, mais franchement, c'est intéressant. Faites un livre, et c'est parti. Et ça, je crois qu'il faut toujours qu'on écoute les autres, qui se rendent compte parfois plus de notre richesse. On a tous des talents, chaque talent est respectable, mais moi, ça a sauté aux yeux. C'est grâce à mes étudiants que finalement, j'ai fait ce livre. Donc, spécial dédicace à tous mes étudiants. Comment ça se passe? Tu notes les phrases pour pas les oublier? Oui, je note. Petit carnet. C'est ça. Oui, parce que le sentiment qu'on a quand on lit ton livre, c'est que ça peut être des pensées fugaces et il fallait absolument des fulgurances. Oui, c'est vrai. Alors j'en ai perdu. C'est vrai que ce que j'ai pas noté après la vie la journée passe. Si je la note pas, je l'oublie. Mais au moins. Et sur combien de temps t'as répertorié ça? Ça fait depuis plusieurs années, mais ça vraiment, pour moi, c'est un aboutissement. Voilà, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. J'ai l'immense bonheur que cet éditeur édite mes pensées fraternelles. Et en fait, c'est le point de départ pour un complément, disons, de vie où j'ai attaqué. Je vais faire beaucoup de réunions sur la bienveillance, la gentillesse et la fraternité. C'est vraiment maintenant. Ça, c'est aussi une notion qui vous lie tous les deux. Mais le côté spectacle aussi. J'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai jouée dans un café-théâtre, mais là, c'est vrai que moi, là, je parle de mes réunions de partage, mais ceci dit, ça peut me donner une idée. C'est vrai que mes réunions de partage, tu parles tout à l'heure, Vanessa, tu me dis conférence, je dis non, moi j'aime bien que ça soit un partage, mais finalement, ça se trouve, parce que surtout, j'ai déjà écrit une pièce de théâtre, mais ça se trouve, finalement, ça va être un nouveau spectacle. Pourquoi pas? Non, mais tu vois, mais j'aime bien le partage, tu vois, donc mais ceci dit... Mais le côté interactif. Mais un spectacle qui pourrait être... avoir un partage après, tu vois, mais on sait jamais. Mais le titre du bouquin, justement, Éloge de la fraternité, ça vient d'où? Comment ça t'est venu cette idée? Disons, la fraternité, c'est un mot qui est vraiment dans mon cœur depuis toujours, mais même s'il y avait un huissier, c'est un exemple où une personne des impôts, chaque personne est respectable quand il agit de façon respectable, je signais fraternellement, tout le temps.
Ah oui. Mais constamment. Alors là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi la fraternité? Une gentillesse, une bienveillance. J'essaye constamment, d'être bienveillant. Peut-être que je peux parler en quelques instants. Donc, des marches de la montée, peut-être pas la parabole, mais seulement la fin. En fait, il y a plusieurs niveaux, disons, dans la beauté. Au premier niveau, c'est une personne qui fait du mal volontairement, qui s'en repent. Au deuxième niveau, une personne qui fait du mal involontairement, il s'en repent. Troisième niveau, une personne répond à la demande d'un autre. Quatrième marche, finalement, va rendre un service alors que l'autre le demandait même pas. Tu as deviné qu'il en avait besoin. Marche supplémentaire, celui qui en bénéficie de cette bonne action, ne sait pas que tu l'as faite. Sixième, tu vas être particulièrement vigilant et tout le temps et personne ne le sait. Ouais, donc vraiment, je suis vigilant sur la bienveillance, la gentillesse et donc comme je suis heureux, j'ai pleuré de joie quand j'ai vu l'hommage qu'a fait l'éditeur à mon livre. Il a compris que je suis fraternel. Ouais, voilà. On le comprend, oui, et très, très sensible aussi. Il y a beaucoup de sensibilité et d'humour. Je peux pleurer. Mais vraiment facilement. Si là, j'ai entendu que des choses positives, ça va, mais j'entendrai quelque chose un peu triste, bon, ça va pas être des larmes, mais ça va être vraiment une émotion sincère, une empathie, tu vois. Ça, oui. Moi, je suis sensible, ça. J'espère être sensé aussi. Oui, c'est bien. Si tu as les deux, c'est parfait. Sur la fraternité, il y a une définition qui n'est pas du tout dans le livre, mais ça m'y a fait penser. C'est un film d'action des années 90 qui s'appelle Best of the Best, les meilleurs parmi les meilleurs. Et c'est l'histoire d'une équipe de karaté qui s'entraîne pour aller combattre en Corée à l'époque où c'était pas très ouvert. Bref, et l'entraîneur dit je vais vous expliquer ce qu'est une équipe. Une équipe n'est pas une équipe si vous vous foutez du tiers comme du quart de ce qui arrive à votre coéquipier. Et je crois qu'en fait, c'est un peu ça aussi la fraternité, c'est-à-dire de ne jamais considérer que ce qui arrive à l'autre, qu'il soit proche ou moins proche, ne nous concerne pas ou peu. Et faire corps en réalité et avoir toujours quand même, effectivement, donc ce que disait la bienveillance, c'est d'avoir toujours quand même un œil sur l'autre. Il me semble que c'est aussi ça une des définitions de la fraternité. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Arriver à considérer l'autre comme un frère, voilà. Le bonheur, c'est que aussi tous ceux qu'on rencontre soient bien. Mère Teresa a dit, c'est un exemple, ça pourrait être vraiment cité dans une autre religion, hein, mais j'aime bien cette phrase. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, assure-toi qu'il soit un peu mieux après qu'avant. Oui. Si chacun se posait cette question, c'est vrai que ça ferait du bien à tout le monde. Complètement. Et alors, si on revient sur l'expo Lucky. Donc en fait, Loïc, tu vas faire avec Vanessa, hein, et puis nous, enfin il y aura Chimène, il y aura Daniel Lambert. On va interagir avec le public. Donc l'idée, parce que les gens n'auront pas lu ton livre, mais c'est pas gênant, puisque on va l'expliquer. On va l'expliquer et faire vraiment le lien entre vraiment la notion de chance, mais que tu as déjà évoqué tout à l'heure, et ton livre qui est extrêmement pertinent par rapport. Alors, tu disais que c'était pas du développement personnel, mais en réalité, moi, je trouve quand même que. Alors, ça en est, mais comme je suis très très peu client de livres de développement personnel classiques, qui d'ailleurs la plupart du temps ont toujours une couverture blanche. Je sais pas si vous avez remarqué, et je trouve que ça en dit beaucoup sur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que la plupart, me semble-t-il, ceux que j'ai feuilletés en tout cas ou qu'on m'a conseillé, je les trouve très désincarnés, très professoraux. Ça manque justement de ce que j'ai essayé de mettre à l'intérieur de ce livre, de liens, d'émotions, de sensations, de trucs qui impactent, de personnalité aussi. On a beaucoup de docteurs machin truc qui font un livre de développement personnel, mais il nous dit rien de ce qu'il a vécu, le gars. Et justement, moi j'ai eu une invitée qui m'a dit le développement personnel, c'est impersonnel, justement. Mais bien, exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je commence le livre par ce que j'ai appelé le curriculum vulnerabilis. C'est une sélection des épreuves que j'ai dû affronter pour arriver à ce que je vis aujourd'hui. Et ça me semblait très, très, très important de commencer par ça en disant aux gens, regardez là où j'ai eu des problèmes, partout, là où j'ai merdé, là où ça n'a pas marché. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ton bouquin, c'est que tu commences par tous tes échecs.
Ça m'est apparu absolument central pour que les gens qui lisent ce livre se disent pas, mais c'est une énième conférence, un énième cours sur comment on prend sa vie en main. C'est pas ça. C'est j'ai vécu des choses qui ne sont pas non plus dramatiques, mais qui m'ont forgé, qui ont formé un petit peu ce que je suis aujourd'hui. Voilà comment j'ai pu passer outre et à la lumière de tout ça, voilà ce que je vous propose. Donc, c'est pas tant un livre professoral qu'un livre où je prends la main du lecteur en disant viens, on est ensemble. Et c'est ça la grosse différence, c'est que je suis avec et non pas au-dessus à donner un cours. Ça c'est important. Hein. Ben oui. Supination, pas pronation, c'est la base. Hein. Oui, mais néanmoins, enfin, une fois que tu as lu le bouquin, tu n'es pas le même ou la même. Ah, j'espère bien. Bah oui, ça, alors ça, c'est la meilleure compliment. Qu'est-ce que ça t'a fait, Sabine? Non, pour le dire, parce que alors moi, j'ai un passage qui m'a beaucoup plu aussi, c'est sur les interviews. Oui. Justement, pour le coup, parce que ça fait écho à ma vie. Hein. Oui. Et en fait, t'expliques ce qui est une bonne interview ou une mauvaise, et par rapport à la pertinence du positionnement de l'intervieweur, en fait. Et ça, voilà, là-dessus, ça m'a énormément questionné, parce que si tu veux intéresser ton public, en fait, il faut vraiment faire preuve d'authenticité. Si t'es dans le surjeu, c'est impossible. Alors moi, je le fais naturellement parce que je suis profondément comme ça, mais moi, mes interviews, c'est des interviews vérité, c'est-à-dire que il y a pas de chichi, il y a pas de et il y a cette notion d'empathie que tu décris si bien, où tu t'intéresses vraiment à la personne. En fait, c'est une mise en lumière de la personne, et il y a pas plus insupportable que quelqu'un qui dit ses notes. Oui, ou qui n'a pas lu le livre, ou qui a. Voilà, d'ailleurs, c'est très drôle, parce que j'étais en plateau pas plus tard qu'avant-hier, je recevais justement un auteur, et il me dit, il arrive en plateau, il me dit, on vous a un petit peu briefé sur ce qu'il y a dans le livre. Je dis, bah, non seulement je l'ai lu, mais en plus j'ai écrit moi-même les questions, figurez-vous. C'est quand même incroyable le métier de journaliste. Il me dit, ah bon, ouais, je savais pas. Ben oui, les gars, en fait, on n'est pas tous des grands présentateurs à qui on donne des fiches type Jean-Pierre Foucault à Miss France. D'ailleurs, il n'a même plus de fiches, il lit le prompteur très gros. Oui. Mais voilà, il y a tout un tas de gens qui font encore leur travail tout à fait normalement et qui s'intéressent aux gens qui le reçoivent. C'est pour ça. Et moi, tous les écrivains que j'ai reçus, j'ai toujours lu les livres. Ça paraît la base, en fait. C'est le b.a.-ba, bah ouais. c'est ça. Et c'est vrai que je mettais un point d'honneur. Alors moi, comme j'expliquais à Vanessa, je le lis au dernier moment. Pour avoir la mémoire fraîche. Voilà. Donc je l'ai fini hier matin. Ah, très bien. Mais en fait, alors moi vraiment, et toi aussi je l'ai fini hier matin. Alors j'ai lu les deux à la suite. Alors j'ai fini par le tien. C'est passé de l'un à l'autre. Et en fait, mais les deux bouquins m'ont complètement fait écho à ce que je ressens et à ce que à mes ressentis, en fait. Hein. Et alors, l'approche n'est pas la même, mais paradoxalement, vous vous rejoignez complètement par rapport au message. Oui. Et j'ai aimé les deux approches, parce que Laurent, en fait, encore une fois, on peut les lire un peu comme je dis même des fortune cookies, des petites phrases qui tomberaient comme ça. Il y en a qui font des choses parfois, et quand ils ont ce genre de livre, ils disent ok, aujourd'hui je suis dans un mood. Oui, exactement. Je sais pas, aujourd'hui j'ai moi j'ai tendance à faire ça. Allez hop, qu'est-ce que je tombe sur quoi? Être surdoué, c'est génial. Ah, ok. Prétentieux, tu es prétentieux. Écoute, je lis. C'est souvent grâce à un petit plus que l'on fait la différence. Voilà. C'est ce dont on est en train de parler. Voilà. Donc parfois on peut s'en servir effectivement comme ça pour essayer mood, de trouver. C'est l'humeur du jour, hein, c'est ça? Exactement. C'est ça, on peut trouver finalement des trucs. La dépression est une drôle de maladie, mais effectivement, ou pas. Les mots s'en vont avec les mots. Enfin, on peut trouver parfois comme ça des c'est correspondances. inspirant, c'est des citations inspirantes, tout comme le sont les citations de films que tu proposes. Et moi, Loïc, j'avais une question. Quel lien tu fais finalement entre ton bouquin Oser la lumière et la thématique de la chance de l'exposition de Sabine? Déjà, le titre du livre, je pense, définit totalement tous ceux qui vont exposer dans cette exposition. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, qu'ils soient, que ce soit leur travail au quotidien ou que ce soit une passion à côté ou peu importe, ils ont tous à un moment donné cru
en leur lumière et au fait qu'ils avaient quelque chose de particulier à nous transmettre dans la peinture et dans l'art en règle générale. Et ça, je le mesure d'autant plus que mon papa est peintre et sculpteur, mais parce qu'il y a un mais, il a été un excellent peintre et sculpteur, il a même reçu des prix pour ça, et d'un jour comme ça, il a tout arrêté. Et dommage. Ça fait peut-être, oui, c'est ce que nous lui répétons tout le temps, Papounet, il faut que tu t'y remettes. Mais dommage, venez à la Halle des Blancs Manteaux, monsieur Landreau, vous êtes cordialement invité. En réalité, c'est très frustrant de voir quelqu'un qui a un talent se trouver des excuses pour ne pas le libérer totalement. Alors qu'en plus, à un moment donné, pendant plusieurs années, il a fait des sculptures magnifiques, des peintures magnifiques, dont certaines que comment t'expliques il est C'est rigolo, ça. C'est ça que je me demande. Pourquoi il a arrêté? Il va nous le dire car nous l'avons au téléphone. Non, il y a plein de choses. Il y a le quotidien, il y a le fait de devoir gagner peut-être de l'argent à un moment donné pour subvenir à mes études ou à quoi que ce soit. C'est de ta faute, en fait. C'est de ta faute. Non, mais il y a le quotidien. Déjà, la première chose, il y a ce qu'on se raconte tout seul. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être le premier écueil, et c'est celui dont je parle dans le livre, c'est le pire écueil, c'est les histoires qu'on se raconte. J'ai pas le temps, je dois gagner de l'argent, mon travail est trop prenant, ah mais ça sert à rien, ah mais de toute façon j'ai pas autant de talent que je crois, etc., etc. Ça, c'est les bêtises qu'on se raconte pour ne pas faire. Et ensuite, il y a les phrases qu'on se raconte pour faire. Ah tiens, j'ai gagné un prix. Ah franchement, chacun me demande de faire un fusain, parce qu'il fait du fusain aussi. On fait du fusain, on me demande de faire des trucs. Et puis tout le monde est absolument persuadé de son talent, sauf lui. Alors il y a aussi de la flemme, il y a tellement de choses qui rentrent. Dommage. Et donc la prochaine expo, pour la prochaine expo, non mais faut me l'envoyer. je vais t'envoyer on mettra sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois effectivement ces gens qui vont participer à cette exposition et qui ont cru en eux, peu importe finalement ce que les gens disent ou pas de ce qu'ils font, moi déjà j'ai un énorme respect pour ça, parce que aller au bout de son art, aller au bout de son idée, faire ce qu'on a envie de faire, déjà pour moi c'est une énorme victoire. Peu importe, on n'a pas besoin de vendre des toiles à 15 000 € pour être peintre, on n'a pas besoin de vendre des sculptures comme le fait Richard Orlinski pour être sculpteur. Il faut le faire parce que ça a du sens pour nous, et parce que ça a du sens pour nous, ça aura du sens pour les autres. Donc le lien, il est là. C'est oser la lumière, c'est tout simplement à un moment donné se dire j'arrête de me raconter des histoires et je fais ce qui me rend profondément heureux. Ça marche, c'est super. Je le fais pour moi et pour mes proches, c'est super aussi. Parce que c'est saisir sa chance. Oui, et parce que quoi qu'il en soit, on laisse une trace, et c'est effectivement saisir la chance de rayonner d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a quelque chose à donner. Voilà le lien. Alors, pardon, peut-être si je me permets. Bien sûr. Est-ce que peut-être ton papa aurait moyen de se faciliter la vie quotidienne? Et peut-être que tu peux contribuer, enfin je sais pas si tu as des frères ou des sœurs, mais tu vois, lui faciliter la vie pour que réellement il trouve ce temps. Non mais il est à la retraite maintenant, il n'a que ça à faire. Il n'a que ça à faire. Donc c'est ça en plus qui est révoltant maintenant, parce qu'il n'a que ça à faire. Est-ce qu'il a lu ton livre? Évidemment, il a lu mon livre et il a beaucoup aimé, mais en même temps c'est mon papa, donc c'est à peu près normal. Mais parfois la famille est cruelle. Hein. Oui, c'est vrai, pas la mienne. D'accord. Pas la mienne. Mais des fois il peut y avoir une pause, peut-être qu'il a fait une pause là. Là franchement, elle est longue la pause là. Et ta maman, elle peut pas le bousculer un peu? Mais elle le bouscule, mais bon, il y a une inertie, il y a quelque chose, sauf que je vous enverrai effectivement des photos, ce qui fait vraiment et objectivement beau et inspirant, et c'est dommage. Et donc plutôt que effectivement d'entendre des gens qui disent ah mais j'aurais dû faire, ah mais j'aurais pu être, oser la lumière et ton exposition, c'est effectivement le message de vous avez fait, bravo. Continuez de faire rayonner ce que vous avez en vous. Parce que le fait d'oser, parce que moi j'emploie beaucoup ce mot-là pour les artistes aussi, parce qu'ils ont souvent des boulots alimentaires, et réussir à se donner cette légitimité, parce que souvent ils ont le syndrome de l'imposteur, et oser vraiment être soi-même, parce qu'en fait être artiste c'est un état, c'est
quelque chose qu'on a en soi et que voilà, chasser le naturel, il revient au galop et oser être soi en fait. C'est ça, hein, oser. Mais c'est très juste ce que tu dis. Être artiste, en fait, c'est un un état profond. intérieur Oui, d'abord. C'est pas un métier, c'est un état. Non, mais surtout qu'on ne une âme d'artiste. On ne se dit pas, on ne se décrète pas artiste. Non, il y a plein de gens qui viennent, mais moi je suis un artiste. Et puis tu regardes ce qu'ils font, tu dis, mais t'as rien, frérot, t'as rien à l'intérieur. Vas-y, donne-nous plus. Ouais, je parle un peu de Jones de temps en temps, ça m'arrive. C'est pour les réminiscences de ma jeunesse passée. T'as la ref. Mais voilà, t'as la rêve. Voilà. Non, mais tu as raison. En fait, être artiste, ça se ressent à l'intérieur. Et il y a tellement de gens qui ont ça, mais qui n'écoutent pas, que ça en devient révoltant pour ceux qui le voient, qui n'écoutent pas et qui n'osent pas. Et bravo pour ce que tu fais, parce que la mise en lumière que tu offres à tout le monde grâce à tes événements, tu nous donnes l'occasion d'exprimer ce côté artistique, que ce soit à l'écriture, que ce soit en peinture, que ce soit en sculpture, peu importe. Mais c'est super important, les gens comme toi qui font ce type d'événement, parce que tu permets aux gens de rayonner. Voilà. Exactement. Et ce qui m'intéresse souvent, tu vois, par exemple, ton père, c'est un vrai challenge. Je te donne son numéro. Ah ouais, non, parce qu'en fait, mais moi aussi, ça m'intéresse. Tu vois, quelqu'un qui n'ose pas essayer. Est-ce que tu arriverais à savoir quel serait son rêve qu'il n'a pas réalisé au point de vue d'artiste, et lui dire, faire limite un petit chantage, oui, à cet endroit-là, on peut te faire venir, mais il faut qu'il y ait quelque chose de un nouveau objet. Mais il faut l'inviter, là, il peut venir ce week-end. Ah ouais, mais il habite à Antibes, donc c'est un petit peu compliqué. Il prend le train, il prend l'avion. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous connaissez pas mon père, vous. Non, mais c'est pas, enfin, on trouvera un moyen. En tout cas, entre le cinéma et l'art, il y a déjà un champ lexical qui est commun. Parce qu'il y a la toile, il y a le 7e art. Il y a surtout le côté visuel, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même des réalisateurs, notamment George Miller. Et ça m'a frappé. George Miller, c'est le réalisateur de Mad Max Fury Road. Est-ce que ça vous parle, ce film 2016? C'est la suite de Mad Max des années 80, où il filme dans le désert, notamment. Et j'avais lu une critique qui disait les plans de George Miller, chaque plan de George Miller est comme un tableau. Oui. C'est-à-dire que tu as des réalisateurs qui arrivent à te faire des compositions de plans, de lumière, de contraste, de nuances. T'as l'impression, si tu fais un arrêt sur image, d'avoir un tableau chez toi. Ouais. Et ça, c'est un vrai lien. Mais de toute façon, le cinéma n'a fait qu'imiter la peinture. C'est juste de la peinture en mouvement, le cinéma. Et je rejoins aussi la maxime qui pour toi est très importante, rendre l'éphémère éternel. Ouais. Et je trouve qu'à travers le cinéma ou à travers l'art, justement, on fige un instant, on fige une émotion. Et ça rejoint un peu ta sensibilité par rapport à ce que tu souhaites faire. Immortaliser l'instant T. Ouais, immortaliser l'instant T. En tout cas, faire qu'on s'en souvienne. Complètement, mais c'est de l'ancrage. Hein, parce que je pense que t'es un grand amateur de cinéma, non? Déjà, je suis passionné de cinéma, mais en plus, une de mes activités est d'être scénariste. Depuis que j'ai 17 ans, j'écris des courts-métrages, des moyens et des longs. Donc oui, c'est à la fois ma passion et un de mes métiers. Parce que c'est ça que j'allais te demander, l'angle du cinéma était volontaire. Ah, totalement. Oui. S'il y a bien un fil rouge depuis l'âge de 14 ans où un ami réalisateur m'a mis dans son premier court-métrage où je faisais des coups de pied sautés et tout ça, s'il y a bien un fil rouge, en fait, c'est le cinéma. Avant même le journalisme, avant même la télé, avant même la radio et avant même l'écriture, les premières amours, c'est le cinéma. Et notamment parce qu'en tant que fils unique, donc je réponds à ta question, en tant que fils unique, j'ai beaucoup regardé de films dans mon adolescence et ça m'a beaucoup nourri, ouais. C'est la question que je me posais. Pourquoi le cinéma? C'est ça. C'est sa passion première. C'est ma passion première, mais il y a aussi une anecdote là-dessus, c'est qu'à 11 ans et demi, j'ai commencé les arts martiaux. Oui. Et je me suis donc plongé dans tous les films d'arts martiaux que je trouvais. Et dans les films d'arts martiaux, il y a toujours, au-delà
la baston, il y a toujours beaucoup de philosophie. Et il y avait notamment un film qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle American Shaolin, et c'était l'histoire vraie d'un Américain qui a voulu aller au temple Shaolin en Chine dans les années 80, au moment où la Chine était très fermée, pour rentrer au temple et apprendre le kung-fu. Et ce film m'a tellement plu que je suis allé dans le dos de mes parents chez le coiffeur et je me suis rasé la tête à blanc. Ah oui, il le raconte dans son livre. Donc il y a des photos de moi avec une tête à blanc, un kimono et une ceinture, parce que il faut faire attention, Sabine, il fait pas les choses à moitié. Non, Loïc. voilà. Enfin, en tout cas, avant, non. Il pourra assurer la sécurité. C'est un passionné. Je ne ferai rien, Non, mais pour dire. Donc, t'as fait combien d'années d'arts martiaux? J'ai fait 5 ans d'arts martiaux. J'ai arrêté parce que j'ai pas pu passer à ma ceinture bleue, et donc ça m'a un petit peu frustré. Après, le basket est rentré dans ma vie et le basket m'a tenu. Mais en fait, je me suis nourri dans cette année charnière que sont les 11-15 ans. Je me suis beaucoup nourri de la philosophie de Bruce Lee, du temple Shaolin, de toute la philosophie aussi japonaise de Hong Kong, etc. Avec tous ces maîtres, parce que c'est ça en fait. Dans les années 90, il y a toujours cette notion de maître et d'élève, avec l'élève un peu foufou qui veut se taper, et puis le maître qui dit non mais attends, calme-toi. Et là, il y a tout un enseignement philosophique, moral, qui est extrêmement intéressant. Le fameux cadre, Sabine, dont tu as besoin. Beaucoup, ouais. Alors moi, j'ai pas fait d'arts martiaux, mais j'avais fait une initiation au judo. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est une façon de canaliser son énergie. Et dans l'art, c'est pareil. On canalise en fait en jetant sur la toile, on canalise une sorte un peu de pulsion primaire qu'on a. Et alors, ça me fait penser, on a un des artistes de l'Expo Lucky qui a fait les arts martiaux. Eh ben, on pourra peut-être vous faire une démo même. On va voir si j'ai encore un petit peu de. Tu t'avances. Et c'est pour ça, du coup, que dans le livre. Il est carrément prof, je crois. Dans le livre, j'invoque dès les premières pages Bruce Lee, parce que Bruce Lee, donc évidemment, c'est une star des arts martiaux, mais plus que ça, dans les années 60, il a créé lui-même une discipline martiale, parce que il avait évidemment le kung-fu, le karaté, mais qui était pour lui des arts martiaux beaucoup trop formatés, beaucoup trop dogmatiques, et surtout beaucoup trop stéréotypés et lents. Et donc, il a créé le Jeet Kune Do, qui est un mix en fait entre toutes ces disciplines, mais qui est basé sur le mouvement. Et grâce à cette discipline, il nous donne vraiment un conseil très important pour la réussite. Il nous dit, si vous voulez réussir, soyez comme l'eau. C'est-à-dire, soyez aussi impétueux, aussi fort, mais essayez de trouver votre chemin à travers les fissures. C'est-à-dire que n'allez pas vous éclater contre les digues, contre les rochers comme ça de façon un petit peu bête et méchante, mais comme l'eau, avec cette force, essayez de trouver toujours le chemin à travers les cailloux et les fissures. Ce que fait l'eau. L'eau, peu importe ce qu'on lui met devant, elle trouvera toujours, à part si elle est dans un contenant, bien sûr, mais elle trouvera toujours son chemin. Ça coule de source. Ça coule de source. Et donc, voilà, Bruce Lee nous dit... Je pense que vous pouvez faire un spectacle. Et bien sûr. Alors, moi, je suis pas laisse pas laisser chevalier. Voilà. Il y en a qui ont essayé. Tu lances une impulsion. Et derrière, Loïc développe une philosophie. On va faire un duo un peu daté années 90, à mon avis, mais ça peut revenir. Ça plaît. Dans les EHPAD, on va cartonner. C'est vintage. On va cartonner. Mais voilà, je trouve que l'idée de Bruce Lee autour de l'eau, elle est vraiment inspirante. Alors moi, j'ai envie de te demander les 4 éléments. Du coup, parce que là, tu me parles beaucoup d'eau, mais le feu. Alors, le feu me parle moins, même si le feu intérieur, évidemment, il est très important. Mais les 4 éléments. Alors moi, je connais le 5e élément, Luc Besson. Non, mais autant dans le livre, je trouve que l'eau. Non, mais l'eau, parce que tu sais, quand on est petit, je sais pas si vous avez ça vous fait ça, mais quand on est petit, on dit toujours, tu sais, il y a toujours cette question, c'est quoi l'élément le plus fort? Et donc, oui. Les enfants te disent. Ça, c'est hérité de la culture asiatique. C'est le feu. Tu sais, les enfants, ils te disent c'est le feu. Parce que pour eux, le feu brûle et donc du coup, c'est le plus fort. Éteint le feu. Et en fait, souvent, quand on y réfléchit, l'eau est beaucoup plus forte que tout. C'est elle qui détruit tout. Enfin, c'est celle qu'on peut le moins canaliser. L'eau, le feu se canalise. Bon, le vent, d'accord. La terre aussi, mais je trouve que si on garde en tête d'être comme l'eau, de garder cette puissance, cette façon de pouvoir recouvrir les choses, d'avancer, peu importe ce qu'il y a devant. C'est une manière de s'adapter aussi aux circonstances. Exactement. Au lieu de se prendre des murs, on se faufile, on s'adapte en continu. Bruce Lee le dit très bien. Il dit, regardez, si vous mettez de l'eau
dans une théière, elle devient la théière. Si vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Oui, c'est un Si caméléon. vous mettez de l'eau dans n'importe quel récipient, elle devient le récipient. C'est-à-dire qu'elle prend la forme du récipient. Il dit, soyez comme l'eau, les amis. Prenez la forme de ce que vous êtes. Bah, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis signe d'eau, justement. Et quel signe? Que poisson. Poisson. Ascendant Cancer, avec lune en Scorpion, donc j'ai trilogie d'eau. Et moi, l'élément eau me plaît. Enfin, voilà, ça me parle beaucoup. C'est la vie, hein. Évidemment. C'est la vie. Mais en réalité, enfin, dans un thème astral, tu as tous les éléments. Enfin, en général, on a. Moi, j'ai de l'eau et du feu. C'est quoi? Cancer, Scorpion, et lune en Bélier. Ouais. Oui, mais justement, les éléments, ils se répondent entre eux. Bien sûr. Mais c'est vrai que, enfin, l'eau, c'est assez fascinant parce que, comme tu dis, ça s'adapte au contenant et. C'est ça. Faut voir dans quelle période de vie on est en fonction de. Et le côté utiliser ce qui nous convient à un instant T, je pense. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais j'aimerais revenir sur le livre de Laurent. Parce que du coup, alors moi je l'ai lu d'une traite, mais en fait je pense que c'est, enfin comme on disait tout à l'heure, on peut picorer, picorer, ouais, parce que c'est des maximes alors moi j'ai beaucoup aimé sur le couple, en fait, couple, mariage. En fait, alors j'imagine que tu puisses dans ton vécu pour. Alors oui, et j'aime vraiment les autres, hein. C'est-à-dire que j'ai le plaisir, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 000 vies. Parce que quand, dans le métro, ou peu importe l'endroit, je discute avec une personne en un quart d'heure, 20 minutes, c'est incroyable, on apprend toujours quelque chose. Et ce qui les gens t'inspirent. Ah ouais, donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu des grandes centaines de vies. Donc, justement, Sabine m'a partagé quelques-unes de tes maximes, et sur ce thème-là, il y en a deux que j'ai retenues, qui sont rigolotes sur le couple. C'est quand la tension descend que la tension monte. Et il y en a une autre, logiquement, une scène de ménage s'arrête quand l'un des deux passe l'éponge. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on lit tes maximes, ça peut paraître très léger et très futile, mais en réalité, on sent du vécu et de la sensibilité, beaucoup de sensibilité par rapport à ta façon de faire ressortir une problématique, mais d'une manière très légère et douce. C'est vrai que là on parle de couple dans cette pensée, mais souvent, quand il y a une dispute, parfois dans une famille ou même des amis, s'il y en a un des deux, s'il y en a aucun des deux qui va vers l'autre, la dispute peut rester pendant des années. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Oui, donc les maximes que tu as choisies partent aussi d'un vécu que tu as expérimenté et des choses qui font écho en toi. C'est pas juste un répertoire de maximes, c'est des choses qui te parlent. D'ailleurs, on dit que un auteur sur le long terme, il est forcément en adhésion avec ce qu'il a écrit. Tu vois, tu comprends, si mon cœur était pas fraternel, je sais pas, comment je serais le soir. Enfin, tu vois, donc du coup, au bout d'un moment, on est on est en adhésion. Donc oui, effectivement, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses qui se trouvent dans le livre, mais j'ai discuté avec beaucoup de gens et donc ça m'a apporté des réflexions. Ouais, une sorte de philosophie de vie, mais accessible au plus grand nombre. Oui, peut-être philosophie du quotidien. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure comme expression que j'aimais bien? Sagesse populaire. Oui, sagesse populaire. Oui. Tu sais, c'est comme les éphémérides, tu sais, les calendriers avec une phrase par jour. Ça fait penser un petit peu à ça, de matière à réfléchir. Et parce qu'encore une fois, ça paraît anodin, mais ça l'est pas du tout. Non, ça l'est pas. Et en fait, en fonction de ton état d'esprit, du moment de l'année, de l'instant, au moment où tu ouvres le livre, une même phrase, tu peux l'interpréter différemment. C'est comme un film que tu vas revoir plusieurs fois. Il y a des choses que tu n'auras pas vues la première. Donc c'est ça qui est bien, c'est d'expérimenter en fait ces citations à des moments différents de sa vie. Et on trouvera, je pense, un sens différent en fonction de ce dont on a besoin en réalité. La même personne et une autre personne interprétera différemment. Bon là, tu m'as fait penser à une petite phrase que j'ai mis assez au début. Si quelqu'un ouvre ce livre, il sera plié en deux. C'est mignon. C'est amusant. Oui, c'est très mignon. Ouais.
Ouais, je l'ai vu celle-là. Et je l'ai retenue. Parce qu'au tout début, en fait, tu donnes pas mal de maximes qu'on retrouve après, quoi. Mais dans celle qu'on retient. Alors, donc, de ce qu'on disait tout à l'heure, t'aurais aimé, donc, samedi, pouvoir intervenir et... Alors, disons, je m'adapte totalement, mais c'est vrai que, comme j'expliquais, mon rêve, c'est, et j'ai commencé, de faire des réunions sur la bienveillance, la fraternité, dans beaucoup d'endroits, quel que soit le public, total respect. Bon, parfois, ça va être possible. C'est vrai que s'il y a 5, 10, 20 ou 100 personnes, avec grand plaisir. Mais sinon, un petit échange, une dédicace les personnes, et une petite discussion avec les personnes qui seront là. Je m'adapte. Mais c'est vrai que disons, ma préférence, mais c'est peut-être pas le moment, hein, serait de disposer peut-être soit tous les quarts d'heure, je lance quelque chose, et ceux qui veulent pendant l'exposition, eh bien, ils viennent écouter. On a plaisir de discuter ensemble. Hein. Disons, la forme la plus classique, c'est je dispose d'une heure pour une réunion sur la fraternité et on fait des partages. Et ces réunions se collent soit, comme j'expliquais avant l'émission, soit parfois sur des cafés littéraires, soit sur des associations. Ça peut être une association sportive. Pourquoi pas sport de combat, pour le moment j'ai pas fait du tout, mais enfin j'en ai fait un peu, mais j'ai pas pensé, mais ça peut être intéressant de trouver le lien. J'avais même pensé que par exemple, je voudrais, ça je l'ai pas fait encore, mais lier fraternité et business par exemple. Comment être fraternel quand on est chef d'entreprise? Oui, bah ça c'est le management bienveillant. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui. Le collaborateur a peut-être pas fait ce qu'on voulait. Le fournisseur a pas respecté ses délais. Comment être fraternel, tu vois? Et ça, je verrais bien une co-animation. Même si personnellement, je suis expert comptable, j'ai l'habitude aussi des entreprises, mais je verrais bien une co-animation. Moi, je parle de fraternité en général, et une personne, par exemple, parle de la fraternité donc dans le business, mais ça peut être aussi dans le sport. Oui, c'est d'actualité, hein. On en parle énormément. Après, c'est vrai que c'est difficile à mettre en place parce qu'il faut faire évoluer des process, une manière de manager pyramidale qui devrait être plutôt inspirée du digital horizontal où chacun puisse participer. Mais oui, c'est des thématiques qui sont vraiment d'actualité, hein. Donc je m'adapte. Aussi le secteur d'activité de Loïc. Oui, le management bienveillant. Oui, le management bienveillant, bien sûr. Mais les nouveaux chefs d'entreprise, ils sont de plus en plus attentifs à ça. C'est vrai que je fais une grosse différence quand même entre les dirigeants d'entreprise et les créateurs d'entreprise. Il y a des gens dont c'est le métier de diriger des boîtes et qui ont un certain âge et qui effectivement ne sont pas forcément les plus bienveillants. Là, il est même plié en plus. Même lui, il est en train de s'auto-lire et il rigole. Et il est même Pardon, pas. Je t'en prie. Non, mais bref, tout ça pour dire que les créateurs d'entreprise, en tout cas les jeunes créateurs d'entreprise. Oui, mais donc redites la différence, pardon. La différence entre créateurs et dirigeants. Mais les dirigeants, ce sont les gens qui sont payés pour diriger des boîtes, qui n'ont jamais rien créé eux-mêmes et qui sont des dirigeants, qui sont payés pour aller de groupe en groupe et qui ceux-là sont un petit peu déconnectés de l'humain. Et les créateurs d'entreprise, notamment ceux que j'accompagne dans les chambres de commerce dans les Hauts-de-Seine et à Paris, qui eux sont les mains dans le cambouis et qui ont un rapport au management qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus authentique et honnête parce que eux en fait ils savent d'où ils viennent, contrairement à ceux qui ont fait peut-être Sciences Po ou je ne sais pas quoi, et ils ont dit bah tiens maintenant tu vas prendre telle entreprise, t'as 1500 personnes, allez vas-y go, t'as jamais créé une boîte, t'as jamais fait un business plan, tu t'es jamais planté, t'as jamais rien fait, mais par contre tu vas gérer 1000 personnes, c'est différent. Et donc voilà, les créateurs d'entreprises sont... Et ça c'est vraiment la connexion que tu as avec Chimène Maeva, la marraine de l'événement, qui elle est vraiment une entrepreneuse dans l'âme, qui fait beaucoup de réseautage, de mise en relation. Et qui donc vraiment a les mains dans le cambouis. Donc en fait, elle sait de quoi elle parle puisqu'elle l'a expérimenté, elle l'expérimente tous les jours. Et voilà, le côté expérimentation, je trouve que c'est important. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté? Je vous ai amené des petits fortune cookies pour voir quel est votre message. Allez, j'y vais. C'est sympa. C'est une bonne idée. Hop. Est-ce qu'il se mange vraiment? Alors, il se mange, mais c'est pas très bon. Ah, super. Mais c'est comestible. C'est une toute petite anecdote, le temps qu'on mange ça. Oui.
en Dordogne, en fait, il y a des fêtes de village, c'est très agréable. Un moment, mettons, il y avait un plat local style je vois que personne ne croque là. Magret de cagnard dans une assiette, et l'assiette était en plastique. Il y a eu un trou à la fin, je l'avais mangé. Une fois, elle était en papier pas assez solide, et ça m'est arrivé 2 fois, j'ai pas fait gaffe. C'est une petite anecdote. Alors attends. Qui commence? Alors attends. J'identifie. Vous êtes la touche rose dans la journée grise de quelqu'un. Oh, c'est joli. C'est très beau. C'est magnifique, Sabine. Dans la journée grise de quelqu'un. Alors moi, votre journée va bientôt prendre une tournure inattendue. Mettez quelque chose de chouette. C'est-à-dire? Comme un slip ou... Ah oui, ça serait bien, oui. Je pense qu'il faut... Non, je sais pas, mais une tenue, quoi. Mettez quelque chose de chouette, genre une tenue chouette, quoi. D'accord. Je sais pas. Ah, c'est peut-être tombé, il est où le fortune cookie? Bah, sinon, t'en prends un autre. Non. C'est à l'intérieur, le mot. Le mot est à l'intérieur. Il faut croquer. Non, sinon, tu le coupes en... Non, quand on a faim, ça se mange, hein. Ah ouais. Ah, mais non, c'est original. La touche de rose. Alors, moi, je comprends rien, ma citation. C'est quoi? Sautez un jour si vous le souhaitez. Personne ne tient compte des jours que vous avez déjà pris. Bon, c'est carpe diem, quoi. Ah oui. C'est une traduction peut-être littérale du japonais antique. Ça sent le truc de l'IA, ça sent le ChatGPT. Ah peut-être. Alors c'est dommage, fortune cookie ChatGPT, ça fait moins rêver. On va croire que ça a été truqué. Regardez, c'est amusant. Faites un cadeau de gentillesse à quelqu'un aujourd'hui, de toute façon vous l'avez en illimité. Ça te correspond bien. Ah c'est super, faut le garder. Et il y a eu qu'un tirage. Hein. C'est marrant. Bon, si quelqu'un est déçu, il peut tirer un deuxième fortune cookie. Ouais, moi je l'aime bien la mienne. Moi je l'aime pas, mais. Vas-y, prends. Prends un autre. Moi j'aime bien la touche de rose. Moi j'avoue, le mien, je l'ai pas très bien compris non plus. Puis surtout que j'ai faim, donc je mangerais bien un deuxième. Vas-y, je mange pas. T'as vraiment faim parce qu'ils sont pas. Vas-y. Lâche-toi. Ça manque un chouille de goût, mais vas-y. Oui, on a fini. On va vous dire au revoir. C'était l'émission Artistiquement Vôtre, spécial Lucky avec Loïc Landreau, le parrain de l'expo. On se retrouve donc vendredi soir et samedi. Entre 18h et 21h, et Laurent Bailly. Merci beaucoup, et nous sommes tous des têtes de l'art. Voilà. Et parfois, on ne trouve que lorsqu'on arrête de chercher. Voilà. Bon, ça me parle un peu plus déjà. Merci Alibi, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.